Hop là. Hop. Salut. Salut. On va poursuivre la lecture du livre Le premier jour du reste de ma vie. En attendant que les gens arrivent, je vais lire la 4e de couverture. Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Décoration de l'appartement, gâteau, invités, tout y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris un aller simple pour ailleurs. Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui elles aussi sont à la croisée des chemins. Au fil de leur aventure, parfois déjantée, elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par cet étonnant voyage. J'avais lu les 5 premiers chapitres hier, donc aujourd'hui on va commencer le chapitre 6. Salut Oussama, salut Yannick, salut Cannes. Donc pour résumer vite fait les 5 premiers chapitres, Marie quitte son mari le jour de son anniversaire et part faire un tour du monde en croisière. Elle rencontre Anne, une vieille femme angoissée, et Camille, une jeune femme nympho. Salut Julio. On y va, chapitre 6. Le bus est presque plein. Sur les sièges jaunes, les croisiéristes et leurs appareils photo attendent le départ. La visite guidée de Barcelone est apparemment l'excursion la plus prisée de la journée. Oh là là, quel monde! Nous allons étouffer. Vous ne préférez pas aller au spa, vous êtes sûr? Anne tapote son front avec un mouchoir. Si elle avait été seule, elle aurait privilégié une activité plus isolée. La foule l'angoisse. Mais Marie lui a expliqué son plan pour l'aider à reconquérir Dominique, et il débutera vraisemblablement cet après-midi, lors du quartier libre. Elle n'a pas le choix, elle doit y être. Camille s'est jointe à elle. La capitale catalane est une excellente ligne de départ pour son tableau de chasse. Elle a toujours eu un faible pour les latinos. Merde, il n'y a que des places isolées, on va pas pouvoir être côte à côte. C'est pas grave, répond Marie. On se retrouve après la visite guidée. Depuis son arrivée, elle a eu peu de moments à elle. Se retrouver seule quelque temps ne lui fera pas de mal. Plus jeune, elle détestait la solitude. Il fallait qu'elle soit toujours entourée. Puis elle l'a subie. Finalement, elle est devenue sa compagne. Les habitudes deviennent une seconde nature, à l'usure. Salut Julio, salut Apokangok. Donc les voilà partis en bus pour une visite guidée de Barcelone. Elle se dirige vers une place libre, troisième rangée, côté fenêtre. Côté couloir, un homme est plongé dans un guide touristique, les jambes tendues sous le siège de devant. Marie reconnaît les cheveux gris. Il était à leur table la veille. C'est lui qui avait failli s'étouffer à cause de Camille. Il est donc français. Pardon, monsieur, dit-elle. Aucune réaction. Excusez-moi, monsieur, je voudrais passer. Toujours rien. You, vous m'entendez? Répète-t-elle en lui touchant l'épaule. Cette place n'est pas libre, fait-il sans lever les yeux. Ah, pardon, vous attendez quelqu'un? Non, vous voyez bien qu'il y a mon sac. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur. Marie regarde autour d'elle. Les seules places restantes sont côté couloir. Elle n'y verrait pas grand-chose du paysage. Elle veut cette place. Camille est assise à 2 rangées de là. Elle lève un poing en l'air pour lui donner du courage. Le bus démarre. Imperturbable, l'homme lit toujours la même page. Bon allez, ça suffit, laissez-moi passer, on se donne en spectacle. Vous me dérangez, je suis en train de lire. Marie se penche à son oreille et murmure en souriant froidement. Vous êtes mal tombé. Je commence à en avoir ma dose des types dans votre genre.
Alors si vous ne me laissez pas passer, je vous grimpe dessus et je m'assois sur votre sac de merde. L'homme aux cheveux gris reste immobile quelques secondes, puis, sans lâcher son livre des yeux, il attrape son sac à dos et le glisse sous ses jambes avant de les replier pour la laisser passer. Marie hoche la tête. Merci bien, monsieur. Salut, Annick. Bonjour, Suleiman. J'ai raté quelque chose. T'as raté les 5 premiers chapitres hier. C'est pas grave, vous pouvez prendre en cours de route. Elle passe entre ses genoux et le siège de devant, s'assoit et pour faire tomber son stress, se concentre sur les maisons catalanes qui défilent. Les passagers n'ont pas l'air d'avoir entendu, mais elle est gênée. Elle n'a jamais aimé se faire remarquer. Ce type l'a poussée à bout. C'est monté d'un coup. Impossible de se retenir. Elle cale les mains sous ses cuisses pour calmer le tremblement. Son costume de mère au foyer, docile, semble être devenu trop petit pour elle et craque de tous côtés. Comme si faire une première bonne impression ne lui importait plus autant qu'avant. Comme si elle se foutait désormais de ce que les autres pouvaient penser. C'est effrayant de ne pas connaître celle qui se cache sous la carapace, mais ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi vivante. Salut Almas. Après avoir fait découvrir les incontournables de Barcelone aux passagers, le bus les dépose au vieux port, pour qu'ils puissent profiter de leur après-midi de liberté. Camille rejoint Anne et Marie sous la colonne Christophe Colomb. Vous faites quoi? On va aller se balader dans Las Ramblas, ça vous dit? C'est quoi? Demande Anne. C'est une grande avenue très animée, avec des cafés, des monuments, des stands. Carrément immanquable quand on vient à Barcelone, répond Marie en citant l'un de ses DVD. Moi, je vous laisse, je vais chasser le latino, lance Camille en s'éloignant. À tout à l'heure, les filles. Anne lui fait un signe de la main. J'envie son insouciance. Essaie de profiter un peu. Regarde le beau temps qu'on a. Et cette ville est magnifique, pas vrai? Si, j'ai été émerveillé par la Sagrada Familia. Si seulement je pouvais partager ça avec Dominique. Marie passe son bras sous le sien et l'entraîne vers l'avenue qui se déroule devant elle. Viens, on va s'en occuper. Fin du chapitre 6. Ce sont des chapitres très courts. Chapitre 7. C'est le 3e kiosque qu'elle visite. Dans les 2 premiers, Anne n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Le plan de Marie lui paraît voué à l'échec, mais elle a accepté de s'y plier. Elle pensait avoir grillé sa dernière chance. On lui en offre une supplémentaire. Elle ne va pas la refuser. Marie n'avait pas prévu de se lier d'amitié pendant son périple. Elle avait même plutôt envisagé le contraire. Elle s'était imaginée en train de réfléchir sur le paquebot, de méditer dans des paysages exotiques, de visiter des monuments, de déguster un bon plat, de flotter dans la piscine, toujours en solitaire. C'est ce dont elle avait besoin, la raison pour laquelle elle avait choisi cette croisière-là. Anne et Camille ont contrecarré ses plans. Elle passe beaucoup de temps en leur compagnie. Présage que la suite du voyage se fera avec elle. Et finalement, cela ne lui déplaît pas. Des amis, elle en a eu. Plein. À l'époque du lycée, ils étaient une dizaine d'inséparables. Des filles, des garçons, des couples. Ils avaient ancré leur amitié sur le banc du fond de la cour et s'étaient promis de ne jamais se perdre de vue. Ils faisaient des projets ensemble, imaginaient les soirées qu'ils passeraient ensemble, quand ils auraient une famille, riaient en pensant aux têtes qu'ils auraient alors. Ils ne deviendraient pas un de ces adultes incapables de trouver quelques minutes pour leurs amis. Ils le juraient sur leur chapi. Ils ont tenu parole, ils ne se sont pas perdus de vue, ils sont toujours amis sur Facebook et cliquent sur j'aime sous les photos des uns et des autres. Marie sait que Cynthia a 2 enfants, qu'Alex vit à Londres et qu'Emma est fan de Florence Foresti. À part sa sœur, les épouses des collègues de Rodolphe et les mères des copines de ses filles, elle ne fréquente plus personne. Ces 2 personnes sur son chemin, toutes 2 tellement différentes, ce n'est certainement pas pour rien. Elles sont comme elle à la croisée des chemins.
à l'un de ces instants où la direction prise va déterminer le reste de leur existence. Ensemble, elles ne seront pas plus lucides, sans doute pas plus fortes, mais au moins elles ne seront pas seules. J'aime. Super, Aminaba. Je crois que je l'ai trouvé. Anne tend la main vers le présentoir de cartes postales et en attrape une. La photo représente un couple survolant Barcelone en ballon. Marie hoche la tête. Elle est parfaite. Tu prends un stylo avec? Son plan est simple. Dominique doute des sentiments d'Anne, qui ne l'a pas soutenue lorsqu'il en avait besoin. Pour le faire réagir, elle est partie sans lui dire où elle allait. Elle le conforte dans ses interrogations alors qu'elle doit le rassurer. Elle va tenter de le faire. Les deux femmes se sont installées à la terrasse d'un restaurant de spécialité locale. Anne trempe ses lèvres dans son verre de sangria et sort la carte postale de son sac. Elle n'est plus très sûre d'elle en la posant sur la table. Marie l'encourage d'un sourire. Anne prend une grande inspiration, puis avec le stylo argenté qu'elle a déniché dans une boutique de souvenirs, elle écrit lentement ce qui était prévu. Elle ajoute les coordonnées de Dominique sur une enveloppe timbrée, la ferme et se cale contre le dossier de la chaise. Je crois que je n'arriverai pas à l'envoyer. Je suis terrorisée. De quoi tu as peur? Lui demande Marie en attaquant sa tortilla. De le perdre définitivement. Enfin, c'est sans doute déjà fait, mais j'ai toujours l'espoir. Là, il risque de ne pas apprécier, de croire que je me moque de lui. Marie secoue la tête. Je suis sûre que non. Je pense qu'il attend une preuve de ta part. Il est perdu. Tu as sans doute raison, mais je crains de manquer d'audace. Je suis une froussarde, tu sais. Pour toute réponse, Marie pose sa fourchette, attrape l'enveloppe, se lève et traverse la rue piétonne en courant. Au bout de quelques mètres, elle s'immobilise devant une boîte aux lettres qu'elle avait repérée. La levée est dans 2 heures. Elle lance un regard à Anne qui semble avoir cessé de respirer, lui sourit et insère l'enveloppe dans la fente. Son audace à elle refait surface après un long sommeil. Fin du chapitre 7. Chapitre 8. C'est sur la terrasse de Marie, autour de 2 boîtes en carton, que Camille leur raconte son aventure catalane. Leurs jambes à l'abri des couvertures, elles partagent pizza et anecdotes. Regardez-moi un peu ce canon. Camille tend son smartphone sous le nez de ses amis. Sur l'écran, un brun aux cheveux mi-longs prend la pose. Je vais le mettre en fond d'écran et je le changerai au prochain. C'est ce qu'on appelle un fond d'écran dynamique. Marie et Anne rient de la voir si excitée. La proie s'appelait Miguel. Elle a été repérée de loin, des fesses musclées dans un jean délavé, son mets préféré. La chasseuse l'a observé un moment avant de s'approcher à couvert. Une seule attaque serait tolérée. Elle n'avait pas droit à l'erreur. La proie n'a opposé aucune résistance, plongeant dans le sourire de la prédatrice avec gourmandise. Le piège n'avait plus qu'à se refermer. Depuis le début de la croisière, Camille fanfaronnait. Elle allait enchaîner les conquêtes sans sentiment, sans gêne, sans attache. Mais la vérité, c'est qu'elle n'était pas sûre d'y arriver. Ce qu'elle n'a pas encore avoué à ses 2 nouvelles amies, c'est qu'avec les hommes, elle n'est pas vraiment experte. À vrai dire, elle n'en a eu qu'un seul dans sa vie. Et la réciproque n'est même pas vraie. Il y a 2 ans, Camille était grosse. Pas ronde, pas enrobée, pas potelée, pas généreuse, pas dodue, pas forte. Grosse. Elle avait développé des tas de qualités pour faire oublier les couches de graisse dans lesquelles elle s'était enveloppée à la mort de sa mère. On pouvait utiliser plein d'adjectifs pour la qualifier. Drôle, serviable, cultivée, bosseuse, douée en dessin, exubérante, dynamique ou encore minutieuse. Mais ce n'était pas suffisant. Le gras est plus visible que la culture. Camille, c'était la grosse rigolote. La bonne copine qu'on invitait aux soirées pour mettre l'ambiance, mais qu'on oubliait dans un coin quand les slows résonnaient. C'est dommage et sans doute la formule qu'elle a le plus entendue depuis sa naissance.
Sa grand-mère trouvait dommage que son beau visage soit neutralisé par son gros corps. Son père trouvait dommage qu'elle ne fasse pas plus d'efforts pour maigrir. Ses copines trouvaient dommage qu'elle ne vienne pas faire les boutiques avec elle. Son frère trouvait dommage qu'elle mange tous les gâteaux. Les garçons trouvaient dommage qu'elle tombe amoureuse d'eux, jusqu'à ce qu'elle rencontre Arnaud. Elle avait 18 ans. Il a atterri dans sa classe au beau milieu du deuxième trimestre. La première fois qu'ils ont fait l'amour, il a éteint la lumière. Elle a trouvé ça délicat de sa part. Il venait la voir souvent. Il s'enfermait dans sa chambre. Il regardait la télé. Il révisait. Il s'embrassait. Elle se demandait ce qu'il lui trouvait. Il ne voulait pas que ça se sache. Les couples dans une classe, c'était mal vu. Il valait mieux garder le secret. Ils l'ont gardé 3 ans. Un jour, il n'est pas venu la rejoindre. Elle lui a laissé un message. Un ami commun l'a intercepté. La rumeur était lancée. Elle a pris fin lors d'une soirée en même temps que leur histoire, quand Arnaud a confronté Camille en public. « Vous pensez vraiment que je pourrais me taper la grosse ?» Il a dit. Elle a pleuré. Ils l'ont défendu. Il est parti. En rentrant ce soir-là, elle s'est déshabillée face au miroir et a observé son gros corps. Zone par zone, elle a frotté sa peau de toutes ses forces avec son poing serré. Son ventre qui retombait en un flasque bourrelet sur son pubis. Ses seins informes. Ses cuisses qui l'obligeaient à marcher les jambes écartées. Son visage boursouflé. Ses fesses dégueulasses. Elle avait mal. Elle était rouge, mais ça ne fondait pas. Ça ne se modelait pas non plus. Dès le lendemain, elle a entamé un nouveau régime. Elle a tenu 4 jours. Il y a 2 ans, Camille avait assez d'argent de côté pour se faire opérer. Elle s'est rendue à la clinique avec une valise pleine de t-shirts amples et d'espoir. Le médecin lui a expliqué que ce serait douloureux, que le combat ne faisait que commencer. Elle lui a répondu que ce qui commençait vraiment, c'était sa renaissance. Ils ont réduit son estomac et augmenté sa confiance en elle, kilo après kilo. L'aiguille sur la balance a flanché. Quand elle a atteint les 45 kilos de perte, Camille s'est fait enlever la peau relâchée. Elle s'est mise au sport et a entamé une thérapie. Puis elle a demandé à être mutée dans une agence inconnue. Souleymane, très intéressant ce chapitre. Effectivement. Depuis 6 mois, elle partage son bureau avec Julien. Elle aimerait partager des tas de choses avec lui, et pas seulement un déjeuner. Il est capable de la faire frissonner en lui demandant de lui passer un dossier. Seulement, lorsqu'il l'a invitée à dîner, elle a paniqué. Elle n'était pas prête. Peur de ne pas avoir assez d'expérience, peur qu'il voie ses vergetures, peur de lui faire payer son passé, peur de mal s'y prendre. Elle a posé un congé sabbatique et décidé de se former en accéléré. « Et donc, tu as été jusqu'où avec Miguel ?» demande Anne. « Oh, on s'est juste galoché. Il était un peu mou de la langue. C'était mauvais signe pour le reste. » Ok, fin du chapitre 8. Chapitre 9. Terre ferme. Après 2 jours de navigation, le paquebot déverse ses passagers à Funchal, le chef-lieu de l'île de Madère. Debout sur le quai, Marie énumère les activités proposées à Anne et Camille. Le pique-nique au Cabo Girao me tente bien, pas vous ? C'est un monument ? demande Anne. Non, une falaise. Il paraît que la vue est magnifique. Bon sang, j'éviterai de m'approcher du bord. J'ai lu qu'il y avait des parapentistes là-bas, ajoute Camille. Je sens que je vais kiffer. Anne fronce les sourcils. Que signifie kiffer ? Salut Diana. Cette fois, le bus est presque vide. Marie repère instantanément l'homme aux cheveux gris, assis côté couloir, 3e rangée, les jambes tendues devant lui, le regard plongé dans un livre, son sac posé sur le siège voisin. Elle est prise d'une envie de lui écraser les pieds en passant, de lui faire tomber son appareil photo sur la tête ou de lui adresser, par inadvertance, un coup de boule avec élan. Elle a rarement eu ce genre de pensée. Une fois, en réalité, avec Josette Lanus, sa voisine qui portait bien son nom.
Un balcon au sol vitré surplombe la falaise. Marie a le souffle coupé par le spectacle qui s'offre à elle. Elle n'a jamais rien vu d'aussi beau. À flanc de falaise, des plantations s'accrochent, accessibles par un téléphérique réservé aux paysans. Plus loin, de petites habitations typiques font face à l'immensité de l'Atlantique. Sous ses pieds, les vagues se jettent contre la roche dans un va-et-vient perpétuel. Elle prend une grande bouffée d'air iodé. Ça, elle ne l'avait pas lu sur ses DVD. Même l'homme aux cheveux gris, agrippé à la rambarde, a quitté son air renfrogné. Ici, à 589 mètres du sol, Marie se sent en phase avec elle-même. Elle domine le paysage, sa vie, la situation. Bon, vous voulez bien vous éloigner du bord, je vais tourner de l'œil. Anne se tient à une vingtaine de mètres de l'observatoire, les doigts entr'ouverts sur ses yeux. Camille rit et attrape la main de Marie. Allez, viens, on va la rejoindre, sinon elle va nous claquer entre les doigts. Ça tombe bien, je commence à avoir faim. La table en bois a été choisie avec soin, pas trop près du bord de la falaise pour ne pas effrayer Anne, mais suffisamment pour profiter du paysage. Elle offre surtout une vue imprenable sur les parapentistes. À la fin du pique-nique, Camille a jeté son dévolu sur un moniteur. Elle en est persuadée, il est magnifique. Le fait qu'il soit caché sous un casque, des lunettes de soleil et une combinaison ne la freine pas. Ça vous dit de voler demande-t-elle. Je pense que je préfère encore mourir, répond Anne. Marie? Je sais pas. C'est impressionnant quand même. Allez, Marie, lance-toi, s'exclame Anne. J'en ai envie, mais ma peur me paralyse. Ne fais pas comme moi. Marie inspire longuement. Allez, d'accord, allons planer avec les aigles. En regagnant leur cabine, ce soir, les trois femmes se refont le film de leur journée. Camille songe à Leonardo, son beau moniteur, dont elle a senti le souffle sur sa nuque. Tout au long du vol, il a pris une pause pour aller se balader avec elle et lui faire découvrir l'un des plus jolis points de vue de l'île. C'était beau, mais pas autant que sa bouche. Il s'est décidé à l'embrasser au moment de repartir. Il était un peu empoté, parfait pour un premier. Il n'a pas dû remarquer qu'elle l'était aussi. Elle aurait préféré qu'il enlève ses lunettes pour la photo, mais ce fond d'écran fera l'affaire. Anne revoit la petite boutique de souvenirs qu'elle a visitée à Funchal. Elle a failli renoncer au plan, faire demi-tour et prétexter une pénurie de cartes postales dans toute la ville, mais elle ne s'est pas écoutée. Avant de changer d'avis, elle a choisi la carte postale parfaite. Un couple qui s'embrasse sur la falaise, sous un vol de parapente. Elle a écrit au dos et l'a glissé dans une boîte aux lettres rouges en espérant qu'elle n'était pas là uniquement pour le folklore. Elle imagine la tête que fera Dominique en la recevant. Elle espère que ce ne sera pas une grimace. Marie revit son vol. Son cœur a failli exploser quand elle a couru sur la falaise avant de s'élancer dans le vide. Et puis soudain, la liberté. Un patchwork de joie, de plénitude et de puissance l'a enveloppée pendant qu'elle glissait sur le vent. Elle avait envie de crier, peut-être même qu'elle l'a fait, elle ne s'en souvient pas bien. Elle a des photos, heureusement. Ses filles ne la croiront jamais. Elle revoit la petite Marie de 8 ans qui, alors qu'elle observait un vol de grue avec son père, avait affirmé qu'un jour elle volerait comme un oiseau. Cette petite fille doit enfin être fière d'elle. Fin du chapitre 9. Chapitre 10. Le salon de coiffure se trouve au pont E. Ce soir, c'est le réveillon du Nouvel An. Marie avait envie de marquer le coup. Cette nuit, elle a rêvé qu'elle était rousse et que ça lui allait bien. En se réveillant, elle a réalisé que plus rien ne l'empêchait de le devenir. Chaque fois qu'elle lui a fait part de son envie de changer de tête, Rodolphe s'y est opposé. Le roux, c'était pour les femmes qui voulaient se faire remarquer. Sa couleur lui allait très bien. Ce n'était pas faux. Son châtain terne collait parfaitement à son caractère transparent. Il est temps que ça change. La coiffeuse, Sabrina, ne pourrait pas cacher son métier. Un carré plongeant platine encadré de 2 mèches noires, c'est un aveu. Elle est plus excitée que Marie par le relooking qui s'annonce.
Je mets une serviette sur le miroir, dit-elle en joignant le geste à la parole. Comme ça, vous verrez le résultat à la fin. D'accord? Confier sa tête à une inconnue sans avoir le moindre droit de regard, ça sort des compétences de Marie. Elle doit se faire violence pour ne pas quitter son siège en courant. La dernière fois qu'elle a mis les pieds dans un salon, c'était il y a 3 ans pour masquer ses cheveux blancs. La coiffeuse a insisté pour lui couper les pointes et faire un petit quelque chose pour le manque de volume. Marie est sortie de là avec l'impression d'avoir été toilettée et une ressemblance troublante avec Kiki, le cocker de son enfance. Alors, pourquoi vous faites une croisière toute seule? Demande Sabrina en lui massant le crâne. J'ai besoin de me retrouver. Vous avez été plaqué? J'ai quitté mon mari, répond Marie, en espérant qu'elle se taise pour apprécier son massage. Ah, c'est bien ça. Comme je dis toujours, la meilleure façon de ne pas se faire plaquer, c'est de plaquer avant. Il a fait quoi? Vous étiez cocu? Il n'a rien fait. Il est. Il est quoi? Homo? Marie se met à rire. Mais non, il est. C'est tout. Sa façon d'être ne me convenait plus. Ah, d'accord, répond Sabrina en posant une main sur sa poitrine. J'avais une copine. Carole, elle, s'appelait. Pardon. J'avais une copine. Carole, elle s'appelait. Elle était au collège avec moi. Je l'aimais bien, elle était rigolote, et elle avait toujours de belles boucles d'oreilles. Bref, elle a fait pareil que vous, elle a quitté son mari. Eh ben, il l'a tuée. Ni plus ni moins. Un coup de fusil dans la tête. Paraît qu'il y a encore des morceaux de cervelle sur le mur. Vous devriez faire gaffe. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Anne et Camille doivent se demander où elle est passée. Elle imagine la tête qu'elles feront en découvrant la sienne. Elle ne leur a rien dit de ses projets. Elle voulait leur faire la surprise. Cette nuit, elles entreront dans une nouvelle année. La Marie d'avant restera dans l'ancienne. De longues mèches châtaines recouvrent le carrelage blanc. Des larmes lui chatouillent les yeux. Elle refuse de pleurer. Elle l'a assez fait. Toutes ses soirées passées à vider les paquets de Kleenex pendant que son mari était en réunion. Toutes ces années à essayer de se persuader qu'ils étaient une famille. Tous ces SMS qu'il recevait, ces sonneries qui lui broyaient le cœur, toutes ces promesses non tenues. Les larmes avaient leur place dans le planning quotidien. Elle ne pleurera plus, surtout pas pour des cheveux châtains. Magnifique, vous êtes splendide. Sabrina observe Marie sous tous les angles en poussant de petits cris et en applaudissant. Marie sent la peur l'envahir. Il y a des personnes dont on aimerait ne jamais recevoir de compliments. Et puis la serviette tombe. Dans le miroir, c'est elle. Enfin elle. Quand elle rêvait sa vie, c'est comme ça qu'elle se voyait. Elle s'approche, tourne la tête, touche une mèche. Ça lui plaît. Un carré long un peu froissé, cuivré, une frange qui tombe juste au-dessus de ses yeux noisettes. Pour un peu, elle embrasserait son reflet. Elle se contente de Sabrina, qui n'a pas arrêté d'applaudir. Merci pour la bouteille de souhait. Bella DZ, sûrement d'Algérie. Merci beaucoup. Et bonsoir Gladys. Anne et Camille sont sur le pont supérieur, assises sur des transats. Elles discutent en réchauffant leurs mains autour d'une tasse de thé. Marie se poste juste devant elle, les mains sur la taille, le menton haut. Ça vous dérange pas de nous cacher le soleil? Lance Camille en levant la tête. Marie, s'exclame Anne. Marie, c'est bien toi? J'y crois pas. Comment t'es canon? Anne se lève pour l'admirer. Tu es resplendissante. Tu me donnes envie de faire la même chose, petite cachotière. Marie tourne sur elle-même. Merci les filles. Je voulais vous faire la surprise. J'en ai profité pour me faire épiler les sourcils et maquiller un peu. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer, mais je trouve ça plutôt pas mal. Pas mal, s'écrie Camille, tu rigoles. On dirait Julia Roberts. Si tu trouves pas un ou deux mecs avant la fin de la croisière, je me fais nonne. Prépare ta ceinture de chasteté alors. Je préfère me faire dévorer par des requins plutôt que de retomber amoureuse. De l'autre côté des canaux de sauvetage,
Accoudé au garde-fou, une cigarette à la main, l'homme aux cheveux gris observe la scène. Merci, Bella, pour les roses. Fin du chapitre 10. Chapitre 11. C'est le réveillon. Plusieurs soirées à thème sont organisées à bord du paquebot. Cabarets, concerts, soirées-jeux ou bals costumés. Marie, Anne et Camille ont choisi de terminer l'année dans la peau de quelqu'un d'autre. Ce sera soirée costumée. Pour l'occasion, une boutique éphémère de déguisement a été ouverte. Les trois jeunes femmes y ont passé 2 heures en quête du costume idéal. Persuadée qu'elle n'oserait jamais enfiler une de ces tenues ridicules, Anne a failli abandonner plusieurs fois. Marie en a essayé plusieurs avant de trouver celui qui lui correspondait le mieux. Camille a immédiatement repéré, essayé, puis adopté le sien. La discothèque est comble. Sous les guirlandes pailletées, les spots et les boules à facettes, les passagers se déhanchent au rythme de la musique. Les costumes ont fait tomber les inhibitions. Zorro partage un verre avec Mickey. Un gorille se lance dans une chorégraphie endiablée. Wonder Woman et une pom-pom girl se font des confidences au bas. C'est mich-mich. Il est presque minuit lorsque le volume de la musique diminue. L'animateur annonce que le décompte va commencer. Grisé par l'ambiance et le vin, Calamity Marie, Anne au pays des merveilles et Camo Woman se prennent la main. 10, 9, 8. Marie ferme les yeux et jette un dernier regard à l'année écoulée. Pour le dernier réveillon, elle a mitonné un repas de fête pour Rodolphe et elle. Les filles fêtaient la nouvelle année avec leurs amis. La télé était éteinte. C'était l'occasion de se retrouver en tête-à-tête pour de vrai. Elle avait mis des chaussures à talons et du rose sur ses joues. À 20h, elle a allumé les bougies. À 21h, elle a envoyé un SMS. À 22h, elle a appelé 3 fois. À 23h, elle a fini les toasts de foie gras. À minuit, elle a téléphoné à l'hôpital. À 1h du matin, elle est allée se coucher seule. Le magret avait refroidi, la bûche avait tiédi, son cœur était carbonisé. À l'époque, elle pensait encore pouvoir ressusciter leur famille. Elle avait dû se rendre à l'évidence, elle était seule à le croire. Partir a été sa décision la plus difficile. Abandonner tout ce qui a été sa vie durant 20 ans, quitter tous ses repères, transformer son quotidien en souvenir, mettre un terme à sa famille, ça ne se fait pas sans mal. Mais une fois que ses filles ont planté cette idée dans sa tête, elle n'a plus pensé qu'à ça. Elle ignore la suite. Elle avançait sur un chemin dont elle connaissait chaque brin d'herbe, chaque caillou, la destination. Elle le quitte pour un autre, sauvage et inconnu. Elle trébuchera sans doute, glissera parfois, tombera dans des pièges, certainement. Visibilité zéro. L'année à venir s'annonce mystérieuse, excitante, angoissante. Elle l'aborde joyeuse, forte et pleine d'espoir, et un peu pompette aussi. Je n'ai pas vu le film et il paraît que ce roman a été un succès. Oui, ce roman a été un succès, je te confirme. Moi, je l'avais jamais lu, j'ai pas vu le film non plus. 7, 6, 5. Bientôt la fin de l'année. Anne sent la main de Marie serrer la sienne. Elle sait à quoi elle pense. Elle aussi a la gorge serrée. Elle se demande ce que Dominique est en train de faire. S'il est seul, s'il est triste. S'il a prévu d'ouvrir une nouvelle page en même temps qu'un nouveau calendrier. Avant, il n'aimait rien tant que de passer le réveillon tous les deux. Seuls. Le programme était immuable. D'abord un dîner dans un restaurant étoilé, un nouveau chaque année. Ils prenaient 2 plats différents, puis chacun piochait dans l'assiette de l'autre. Ensuite, ils se promenaient sur les bords de Seine, main dans la main, en faisant le bilan de l'année écoulée. À minuit, direction le Trocadéro, où Anne sortait de son sac une branche de gui. Là, face à la tour Eiffel illuminée, Dominique tenait le gui au-dessus de leur tête, et ils s'embrassaient pendant que Paris criait Bonne année. C'était l'une de ses soirées préférées. Depuis 40 ans, elle n'avait pas passé un seul réveillon sans lui. Il lui manque. Elle donnerait tout pour qu'il soit face à elle, avec sa branche de gui et son front dégarni.
Il lui reste peut-être 20 ans à vivre, un peu plus si elle freine sa consommation de charcuterie. Elle ne peut pas les passer à se morfondre. Elle mérite mieux qu'une fin de vie parfumée au regret. Alors elle va essayer de profiter de ce changement d'année pour apprendre à vivre sans lui. Essayer de vivre seule, pourquoi pas. Pour l'année qui vient, sa résolution est de faire connaissance avec elle-même et elle est sûre qu'elles vont bien s'entendre. Vous participez à la lecture des livres audio? Non, non, non. C'est juste les lives TikTok. Mais pour vous, c'est pareil qu'un livre audio. Salut, des ravins flancs de Clairvin. 4, 3, 2. C'est bientôt la fin d'année. C'est la première fois que Camille passe un si bon réveillon. Une main dans celle de Marie, l'autre dans celle d'Anne. Elle ne se sent pas seule. Pas comme les autres fois. Le dernier réveillon, comme les précédents, elle l'a passé allongée sur son canapé, un livre entre les mains et des bouchons dans les oreilles, pour ne pas entendre les gens faire la fête. Elle avait décliné l'invitation de ses parents. La perspective de parler des dernières frasques de Tata Evelyne, en regardant Patrick Sébastien, la motivait moyennement. Ses amis étaient, comme chaque année, tous invités à des soirées, pas elle. Elle avait refusé tellement de propositions de sortie, quand elle était grosse, par peur de ne pas se sentir à l'aise ou de croiser Arnaud, que tous pensaient qu'elle aimait rester seule. Elle avait fini par le croire elle-même. Chaque fin d'année, elle clamait que le réveillon du Nouvel An était une fête inventée par les restaurateurs pour se faire du pognon. Pour elle, c'était une soirée comme les autres, mais elle aurait aimé célébrer ce non-événement avec d'autres. Un changement d'année est le moment idéal pour réaliser quelques ajustements dans sa vie. Parmi ses bonnes résolutions, Camille compte bien se débarrasser du costume de la fille mal dans sa peau. Elle l'enlèvera en même temps que celui de Catwoman et prendra le temps de découvrir celle qui se cache dessous. La croisière devrait l'y aider. À son retour, elle sera assez sûre d'elle pour aller dîner avec Julien, et beaucoup plus si affinité. Mais d'abord, elle a une collection à poursuivre. Salut Lilou. Je fais pas de TikTok pour répondre à ce genre de questions, Mich là. Excuse-moi, c'est plus la lecture. L'année du changement touche à sa fin. Place à l'année du renouveau. 1. Bonne année! Marie, Anne et Camille s'embrassent, s'enlacent, se souhaitent le meilleur pour l'année à venir, puis, happées par la foule, se retrouvent à étreindre des inconnus, à recevoir des baisers d'étrangers, à rire avec des personnes qu'elles n'ont jamais vues. Elles passent de bras en bras, de joue en joue, dans cette chaleur joyeuse qui ne se retrouve que lors des célébrations communes. Après s'être libérée de l'emprise transpirante d'un vieil Italien, Marie se retrouve nez à nez avec un Lucky Luke au visage familier. L'homme aux cheveux gris, tous deux se figent un instant, puis, mus par l'ambiance, s'embrassent timidement. Attendez, je relis ce paragraphe. Après s'être libérée de l'emprise transpirante d'un vieil Italien, Marie se retrouve nez à nez avec un Lucky Luke au visage familier, l'homme aux cheveux gris. Tous deux se figent un instant, puis, mus par l'ambiance, s'embrassent timidement. Elle embrasse le mec aux cheveux gris, mais elle l'embrasse sur la joue ou sur la bouche, on sait pas. Je vous souhaite une belle année, lui glisse Marie en souriant. Bonne année à vous aussi. Beaucoup de bonheur. Et de baise. Des heures de baise, hurle Camille, hilar en déboulant entre eux. Anne les rejoint. D'ailleurs, Calamity Jane a eu une histoire avec Lucky Luke, si je ne m'abuse. L'homme aux cheveux gris perd son sourire et s'éloigne vers d'autres passagers. Marie ne parvient pas à se retenir de rire. Décidément, cette année s'annonce étonnante. Et elle est loin de s'imaginer à quel point. Fin du chapitre 11. Alors, allez, je fais un dernier chapitre. Chapitre 12.
Julien m'a appelé. Camille parle fort pour couvrir le bruit du vent sur le bateau qui les mène au lieu de plongée. C'est qui Julien? Demande Marie. Mon collègue, je crois qu'il me kiffe bien. Et toi, tu le kiffes? Interroge Anne. Tu commences à parler de Jones. Oui, il me plaît grave. C'est pour ça que j'ai préféré fuir pour me taper plein de mecs et être prête pour une vraie histoire. Anne secoue la tête. Décidément, c'est trop compliqué pour moi. Et alors, il t'a dit quoi? Bon, rien. J'étais sur le trône quand il a appelé. J'ai pas répondu. Il aurait pu entendre les plocs. Il a laissé un message pour que je le rappelle. Tu lui manques déjà. Il a loué un hélicoptère et compte venir te rejoindre pour te déclarer sa flamme, dit Marie. Faut que t'arrêtes les films à l'eau de rose. Ça te fait du mal, répond Camille en riant. Je pense qu'il veut juste me parler boulot. Je le rappellerai de retour au bateau. Malik Saoud. Bonjour professeur, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Parfait. En attendant, le prof de plongée a un joli petit cul. Vous trouvez pas? La température a considérablement augmenté depuis le passage du tropique du Cancer. En arrivant à Sainte-Lucie après plusieurs jours de traversée, Marie n'avait qu'une envie, faire la planche dans l'eau turquoise, fouler le sable fin, sentir le soleil sur son corps, profiter de ces paysages paradisiaques qu'elle a tant admirés sur son écran. Une excursion proposait une séance de plongée au tuba, exactement ce qu'il lui fallait. Camille a immédiatement validé. Anne a été plus réticente. La promesse d'une séance de bronzette sur la plage après l'effort a balayé toute résistance. Salut Chalarabao. Et salut Mam Afida. Une fois sous l'eau, elle réalise pleinement ce qu'elle est en train de vivre. Son corps en apesanteur, enveloppé par l'eau chaude de la mer des Caraïbes et le silence, elle partage sa bulle avec des coraux et des centaines de poissons colorés. Elle nage dans l'un de ses DVD préférés. À Paris, il neige. Si elle était restée, elle serait certainement en train de tricoter en préparant mentalement la liste des prochaines courses. Elle variait peu. Du beurre, des légumes de saison, de la viande persillée, parce que c'est la plus tendre, du camembert, des yaourts allégés pour son mari, du chocolat en poudre, le programme télé, celui avec les mots fléchés Force 3, de l'eau gazeuse, des fleurs pour la table du salon, des boules caisses pour les ronflements de Rodolphe, du dentifrice pour gencives sensibles, un roman ou un DVD pour l'évasion. Le panier de la mémère de moins de 50 ans. Mais elle n'est pas à Paris, elle est aux Antilles, en train de nager avec les poissons exotiques. Chaque nouvelle escale, elle a l'impression de n'avoir jamais rien vu d'aussi beau, jamais rien vécu d'aussi fort. Finalement, peut-être que la vie peut commencer à 40 ans. Camille nage jusqu'à elle, elle lui touche le bras. Marie relève la tête et enlève le tuba de sa bouche. Oui? Regarde là-bas, fait Camille en lui désignant une tête à quelques mètres de là. Anne a enlevé son masque et l'a posé à plat sur l'eau. Elle peut ainsi observer les fonds marins sans immerger sa tête. Elle la rejoignent. Ça va? Lui demande Marie en riant. Bof, j'ai vu passer un gros machin sous mes pieds. Je suis à peu près sûr que c'était un requin blanc. À peu près sûr, répète Camille. Oui, quasiment. Tenez, regardez, il repasse, crie Anne en montrant une ombre sous l'eau. Les trois femmes suivent la forme des yeux jusqu'à ce qu'elle émerge quelques mètres plus loin. Dis donc, c'est ouf, dit Camille. Les requins blancs mettent des masques et des tubas maintenant. Anne grommelle. Marie rit tellement qu'elle boit la tasse et manque de s'étouffer. Anne se moque à son tour. Le guide siffle, la séance de plongée est terminée. Ce chapitre est très intéressant. Je vais bien, merci, dit Nan. Je suis très contente d'être avec vous, monsieur le professeur. Super, merci à toi. En remontant dans le bateau, Marie s'enroule dans un drap de bain et s'assoit à côté de l'homme aux cheveux gris. Elle l'aurait plutôt imaginé en train de visiter les pitons ou la forêt tropicale, avec un bermuda kaki, un sac à dos plein de vivres et un guide sous le bras, mais il a choisi la même excursion qu'elle. À nouveau, encore extatique, du moment qu'elle vient de vivre, elle tente un échange. C'était magique. C'est génial de partager ces moments, pas vrai? Non.
Cette fois, il n'a pas fui son regard. Le ton est brutal, le verdict sans appel. Après leur rapprochement du réveillon, elle s'est dit qu'elle l'avait peut-être mal jugé. Mais non, ce type est un con. Elle ne reviendra plus. Voilà. Allez. Salut Arthur. Bon bah je vais m'arrêter pour aujourd'hui. On en est au chapitre 13. Il y en a combien? Épilogue. Il y en a 71. Hop. Terminé. Merci Mich Mich. Alors, Mich Mich, tu me demandais tout à l'heure la différence entre un roman, un polar, une nouvelle. Un roman, c'est vaste. Hein, Là, ce que je suis en train de lire, c'est un roman. Je vais essayer de te trouver une définition plus précise. Roman. Un récit en roman. Un roman, c'est... Ouais, la définition de roman, c'est flou. C'est un livre, en gros. Un polar, c'est un roman policier, je crois. Attends. Ouais. Un polar, ça peut être un roman, ça peut être un synonyme de roman, ou un film policier. C'est pas facile le français. Et une nouvelle, c'est un, un roman court, on peut dire. Bon, bah, je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Roman est un terme générique. Oui, on peut tout mettre. Tous les livres, en gros, sont des romans. Hein. Presque. Allez, bisous, je quitte. Ciao tout le monde, merci encore. Belle fin de journée, merci Mich Mich.